Mais l'entreprise inspire à élargir son horizon. De nationalité algérienne, Slim Atmani a grandi à Tunis et s'installe dans son pays d'origine en 1991, après une expérience dans une start-up au Canada. Rien d'étonnant du coup à ce qu'une stratégie de développement régional lui trotte dans la tête. Nous affichons clairement des ambitions maghrébines, a-t-il souligné, mais nous ne pouvons pas investir hors de nos frontières, toujours à cause du contrôle des échanges imposés par l'administration. Un brin désabusé, ce père de 2 enfants, conclut: nous espérons que la réglementation changera, sinon nous devrions la détourner avec artifice pour poursuivre notre développement. Depuis qu'il a repris l'affaire familiale en 1999, Slim Atmani a révolutionné l'NCA Louiba, la célèbre marque de jus de fruits connue et prisée par tous les Algériens. Leader sur le marché algérien, Slim Atmani rêve de conquérir aujourd'hui le marché maghrébin. Pour Beurre TV, le patron de Louiba revient sur ses ambitions, ses objectifs d'avenir et dresse sans concession un état des lieux du monde entrepreneurial en Algérie. Merci d'avoir accepté notre invitation concernant le petit reportage qu'on va essayer de faire avec vous. Déjà pour commencer, on est dans la commune de Bablouette, plus précisément à Bouléron. Et pourquoi avoir choisi, ou plutôt cet endroit, Notre-Dame d'Afrique, pour commencer l'aventure? Plus précisément, effectivement, à Notre-Dame d'Afrique. Écoutez, Notre-Dame d'Afrique est un lieu qui est pour moi mythique, historique et il symbolise beaucoup de choses. Et j'ai tenu à ce qu'il fasse partie de ce reportage parce que l'Algérie doit vivre en paix avec son histoire. L'Algérie ne doit pas tourner le dos à son histoire. L'Algérie doit intégrer toutes les composantes de son histoire. Et je pense que ce sont tous les courants qui ont traversé cette région du monde. C'est ces courants-là, c'est ces courants civilisationnels, ces courants religieux qui ont façonné aujourd'hui la personnalité de l'Algérien. Et qui mieux que cet endroit pour symboliser effectivement toute cette histoire de l'Algérie. Cet endroit-là est véritablement important parce qu'il porte en lui aussi un message fort de tolérance, cette tolérance qui est aujourd'hui indispensable à la vie en communauté dans le monde et aussi indispensable au renouveau de l'Algérie parce qu'on ne peut pas considérer l'Algérie exclusivement comme arabo-musulmane. Elle est arabo-musulmane, elle est chrétienne, elle est judaïque. Toute son histoire est faite de ce mélange de diversité. C'est ce qui a fait sa richesse. D'ailleurs, il suffit de regarder aussi la musique et d'écouter du moins la musique pour s'en rendre compte. Revenons un peu à vous, monsieur. Les gens voudraient connaître l'autre facette. On connaît monsieur Slim Atmani en tant que PDG d'NCA Louiba, mais les gens voudraient connaître l'autre facette. Comment vous avez vécu, comment vous avez grandi, si on devait revenir quelques années en arrière. Oui, j'ai eu l'occasion peut-être d'en parler comme ça brièvement. J'ai grandi en Tunisie. Ma mère est moitié tunisienne, moitié française. Mon père est algérien, 100%. Alors je vais donner les particularités quand même des personnalités. Mon père est 100% algérien, chaoui, et ma mère est moitié française, corse. Donc forcément, ces origines-là sont des origines, quand on parle des chaouis et des corses, sont des gens qui ont des personnalités assez marquées du caractère, et qui ont beaucoup de caractère. Donc j'ai été évidemment biberonné à ce type de caractère qui ont aussi contribué à façonner ma personnalité. Mais cet univers dans lequel j'ai évolué en Tunisie, j'étais au lycée français, j'ai fait l'université à Tunis, a fait que j'ai une très forte composante méditerranéenne dans le sang.
Je ne suis pas nord-africain, je suis méditerranéen. Je ne suis pas africain, je ne suis pas arabe, je suis méditerranéen. Je suis un mélange de tout cela. Et encore une fois, ce lieu-là est véritablement à l'image de ma personnalité. Vous avez vécu une bonne partie de votre enfance, comme vous venez de le dire, en Tunisie. Vous avez eu l'occasion de connaître pas mal de gens, connaître des personnes qui vous ont marqué durant votre vie, entre autres Béchir. Alors vous parlez de personnages professionnels. Dans ma vie professionnelle, c'est oui. celles qui m'ont donné de l'impulsion. Beaucoup de personnages m'ont marqué. J'ai été très proche de deux de mes oncles. Mon oncle maternel, qui s'appelle Taïeb, j'ai grandi dans ses pattes et qui a aussi une personnalité extraordinaire et avec qui j'ai appris à utiliser mes mains pour travailler, puisque c'était un véritable crack en mécanique et moi je suis capable aujourd'hui de démonter une voiture et de la remonter et de réparer une voiture. Bon, les gens sont très surpris, je suis extrêmement manuel. Et vous savez, aussi. la main et l'intelligence sont des choses qui sont fortement corrélées. Et je trouve qu'on exprime beaucoup de choses quand on se lance dans le bricolage. Mon deuxième oncle dont je parlais, qui est le Hedi, mon oncle paternel, là j'avais deux oncles qui étaient très présents dans ma vie, a aussi été extrêmement proche. Il m'a apporté beaucoup de choses en termes de générosité, en termes de tolérance. Des personnages très marquants. Moi, je ne parle pas de mon père et de ma mère, qui sont évidemment des personnages évidemment marquants. Mais j'ai une tante, ma tante paternelle est un personnage marquant parce que elle est le chef de famille après mon père, mais elle a une personnalité. C'est une femme qui n'a pas été à l'école, mais qui est d'une intelligence supérieure. Maintenant, Béchir Halimi m'a marqué dans ma vie professionnelle, puisque je l'ai connu au sortir de l'université. Et c'était un moment important dans ma vie. J'avais besoin, pourquoi? Parce que vous savez, quand vous finissez vos études, vous êtes là face à la vie. Donc le doute s'installe et vous ne savez pas si vous allez réussir ou non dans la vie. Alors que le mot réussir n'a absolument aucun sens. Aujourd'hui, avec le temps, je découvre que ça ne veut absolument rien dire réussir. Le plus important, c'est d'entreprendre. Et ma rencontre avec Béchir Halimi m'a permis justement, sans discuter avec lui forcément de ses points, mais juste en le rencontrant, juste en le voyant comment il travaille, juste en le voyant, du moins en ayant une connaissance de son parcours de vie, d'où il est venu, comment il est arrivé et ce qu'il a fait. Ça a été très important pour moi parce que ça a été aussi une leçon et j'ai découvert beaucoup de choses et j'ai beaucoup appris. Si on devait revenir un peu à vous, après la transition qui s'est faite, vous êtes parti à un certain moment au Canada, vous avez dû faire des choix, ceux de vous lancer dans différents projets. Qu'est-ce qui vous a fait, ou plutôt c'était quoi le déclic de tout laisser et de revenir en Algérie? Je pense que j'aurai l'occasion de vous décrire cela à un moment important, celui où, quand on quittera ce lieu pour aller se donner rendez-vous dans notre usine, je préfère vous réserver la surprise pour ce moment-là. C'est un excellent père de famille, c'est un excellent époux qui prend toutes ses responsabilités. Je n'ai absolument... enfin, son autre facette, c'est la facette qu'il a à tout moment, de toute façon. Certaines personnes le disent que c'est un monsieur qui, quand il se trace un objectif, il essaie par tous les moyens de l'atteindre. C'est un fonceur, il sait ce qu'il veut. C'est un monsieur qui honore ses engagements. Quand il s'engage, c'est pour aller jusqu'au bout, en général. Donc, et c'est un monsieur qui en plus croit aux qualités de l'homme. Donc il aime être un chef d'orchestre, mais il n'aime pas forcément être l'acteur principal. Donc c'est pour ça que pour lui, s'engager, c'est motiver autour de lui un groupe de personnes ou d'individus et les faire arriver avec lui au bout des choses. Est-ce qu'il a cet aspect leader de toujours
être le chef d'orchestre, comme vous le dites. L'aspect leader, est-ce qu'il l'a? C'est un leader, oui, il a cet aspect-là, mais il n'aime pas faire de l'ombre aux autres. Donc il cède très vite la place à celui qui... Il passe. Il passe le bébé, le projet à la personne qu'il sent avoir les capacités d'arriver au bout des engagements. Donc oui, c'est un leader, mais c'est aussi quelqu'un qui sait motiver et encourager les troupes. Et pour clôturer, Monsieur Slima Atmani, un grand homme pour beaucoup de gens, mais pour Madame Slima Atmani, Monsieur Slima Atmani en un seul mot. Je ne peux pas vous dire exactement en tant qu'épouse, en un seul mot, ce qu'est mon époux. Je sais que c'est pas évident C'est pas évident, mais je dirais que c'est un monsieur humaniste et engagé. Alors je suis sûr que ma sœur et moi on serait d'accord, ce qui le caractérise le plus, c'est un papa très cool, très relax, mais en même temps il a un côté très exigeant pour ses enfants. Et il l'a avec lui-même aussi. Donc ce qui le caractérise le plus, ça serait ce côté où il va être très jeune d'un coup et très exigeant d'une minute à l'autre. Il peut très vite switcher, changer. Une petite anecdote, une histoire qui vous a marqué entre vous et votre papa. Il y en a tellement, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'anecdotes et ceux qui le connaissent le sauront. En raconter une comme ça serait compliqué, mais il a la capacité en fait de détecter les problèmes de bilirubine. Voilà. Il y a des gens qui comprendront, les gens du domaine médical, les gens qui le connaissent comprendront, mais il est capable de détecter des problèmes de bilirubine et de vésicule biliaire à distance. Voilà. Et pour terminer, Monsieur Slima Atmani en un seul mot? Un super papa? Ça va, c'est gentil, Non, c'est en un seul mot. Spoutnik. Il est 2000 à l'heure, en papa, en directeur, en associé, en tout. C'est quelqu'un qui est plus rapide que son ombre. Son ambition aujourd'hui est de devenir un entrepreneur maghrébin. En effet, cet ingénieur informaticien spécialisé dans les réseaux qui a fait ses études supérieures pour l'essentiel en Tunisie, à la faculté des sciences de Tunis et à South Mediterranean School of Business de Tunis, cherche depuis quelques années à donner une dimension maghrébine à l'entreprise familiale, la nouvelle conserverie algérienne spécialisée dans les jus de fruits.
La nouvelle conserverie algérienne NCA Louiba, propriété du groupe Atmani, à l'origine entreprise familiale, créée en 1966, a fini par rendre célèbre le jus de fruits qu'elle commercialise en Algérie. Après une brise de participation du franc d'investissement en 2005, elle bute sur ses objectifs de développement. En quête de capitaux pour avoir les moyens de ses ambitions, il ouvre en 2005 le capital à Afrique Invest, un fonds d'investissement panafricain qui prend 36% de participation. Les performances n'ont pas tardé à suivre ces dernières années. Le chiffre d'affaires du groupe Atmani a tourné autour de 5 milliards de dinars. Pour l'avenir, les ambitions de Slim Atmani restent grandes. Il compte doubler les ventes de Terra Park en 2015, améliorer ses parts de marché dans le conditionnement et l'emballage, singulièrement dans le carton et dans le plastique. Toutefois, le but sur les entraves liées à une politique de change jugée archaïque, très critiqué le PCA de NCA Louiba. Heureusement, l'entreprise familiale fondée en 1966 affiche des taux de croissance annuels de 20%. Cette année, elle espère encore enregistrer une belle progression et compter 60 millions d'euros des ventes. L'objectif à court terme est de doubler les ventes de jus de Tetra Pak d'ici 2015 pour écouler 280 millions de briques par an. Je passe beaucoup plus de temps dans l'entreprise. Chacun chez lui, donc on vit avec le cousin, mais aussi avec notre président, le président du conseil d'administration. Avec Slim, c'était une histoire qui a commencé à 11 ans, pour le parcours professionnel, c'est mon mentor. Je suis venu par hasard en Algérie, pour un stage d'année là. Il m'a convaincu de rester et d'essayer de mettre un pied dans le monde professionnel. Il y avait un poste qui était vraiment très intéressant, en commercial, patron des ventes. Et sachant que j'avais fait des études dans les finances et dans le management, donc c'était assez loin de ce que j'avais fait, mais j'étais curieux d'essayer. Et donc on a commencé, c'était en 2001, en janvier 2001, et quelques mois après, il y a eu tellement de catastrophes, et je suis parti le voir, je me dis écoute, c'est pas possible. Je ne peux pas continuer, c'est trop difficile, trop dur, je pense que je suis pas fait pour ça. Il m'a dit casse-toi la gueule, relève-toi, et tu vas y arriver. Et si j'avais tes capacités, j'aurais roulé en jet aujourd'hui. Et je pense que ce jour-là était un jour important. Ça m'a donné confiance en moi d'abord, et je me suis relevé, et j'ai commencé à aimer ce que je faisais. Et depuis, donc, c'était un parcours que je considère comme assez réussi aujourd'hui. Donc après avoir été responsable des ventes, ensuite directeur général adjoint, ensuite directeur général depuis 5 ans, et les choses se passent très très bien, merveilleusement bien.
Et c'est grâce à une certaine intelligence de comportement, de vie avec Slim. Qu'est-ce qui caractérise le plus M. Slim Atmani? C'est quelqu'un d'abord de très généreux et très honnête. Ça, pour moi, c'est les leviers. On peut tout construire sur l'honnêteté. Ensuite, c'est quelqu'un de très intelligent, évidemment. Intelligence de vie, intelligence émotionnelle. Il est un peu impulsif, mais il est humble et il change la vie quand il faut changer. Monsieur Slim Atmani, en un seul mot? Généreux, 2 mots, généreux et honnête. Il est visionnaire, il va loin. Il va loin. Il y a quelques-uns qui disent que c'est un monsieur qui sait ce qu'il veut. Quand il veut quelque chose côté travail, quand il se trace un objectif et il essaie de l'atteindre à tout prix. C'est très vrai. C'est très vrai. Quand il vient pour proposer, c'est pas une simple proposition. C'est comme si c'était déjà terminé dans sa tête et il arrive à convaincre. En fait, c'est ça ce qu'on a eu avec lui. Donc, il est sûr du résultat, il a ce don et il est sûr de la manière dont il entreprend. Donc, il sait ramener les gens dans son projet. Ça, c'est très vrai. On voudrait connaître une petite anecdote dans la société NCR UVA, une histoire qui vous a marqué avec ce monsieur entre-temps. Il y en a tellement, parce que moi j'ai eu la chance de bénéficier de beaucoup de ses formations, de ses conseils et tout, mais je me rappelle que quand j'ai été promue au poste de directrice exploitation, il m'avait appelé pour m'annoncer la nouvelle. Et il m'avait donné les moyens, il m'avait rassuré, mais moi j'avais lu dans ses yeux, c'était moi, hein, peut-être que c'était pas le cas, un petit doute comme ça. Et je me suis dit, voilà, c'est une grosse responsabilité quand même, l'exploitation, c'est la moitié de l'usine, c'est l'usine. Et je me suis dit, peut-être parce qu'il voit une maman en face, c'est dans ma tête, hein, lui, il m'a rien dit. Mais quand j'ai été confirmée à mon poste, après des résultats, il m'a envoyé un message pour me dire, merci d'avoir concilié le poste de maman avec le poste de directeur d'exploitation. Mais en fait, c'est un peu les mêmes responsabilités, c'est être engagé, c'est y croire. J'ai gardé ça, j'ai gardé même ce message jusque-là, je le garde. Vous avez fait confiance en vous confiant en une de ses plus grandes forces, c'est ça? Bah oui, c'est ça en fait. C'était une confiance, il était sûr, la preuve ça a marché jusqu'à présent. Mais ça ne veut pas dire que... après, il y a les moments durs, c'est sûr que c'est ça les parcours. Il vous aide à vous relever en fait. Il prend son rôle de grand boss, c'est vrai, mais il vous aide à vous relever. Monsieur Slim Atmani, en un seul mot. C'est un grand monsieur. C'est un grand monsieur. ويا بابور لوح درت لي جامرة فوق الروح يا بابور لوح درت لي جامرة فوق الروح وقلبي مجروح ديت لي الغزالة لبعيد وقلبي مجروح ديت لي الغزالة لبعيد يا بابور النار حرمتني من كحلة الصبار بابور النار حرمتني من كحلة الصبار السين المسرار السين المسرار يا السين المسرار راهي ناري تشعل وتزيد يا السين المسرار راهي ناري تشعل وتزيد مكواني سهران للقمر والنجوم تبان وانت يا فرحان ديتها وخليتني وحيد وانت يا فرحان ديتها وخليتني وحيد راح شعر سود لبها القد المقدود راح شعر سود. Monsieur Atmani, on arrive à la deuxième étape de notre rencontre, comme on a pu faire la tournée à Notre-Dame d'Afrique.
Pour essayer de parler un peu de Louiba, l'historique de Louiba, essayer de revenir quelques années en arrière et nous en parler, comment la création de Louiba s'est faite. Alors, Rouiba est une très belle aventure, puisque c'est quand même l'aventure d'une famille qui s'était exilée pour des raisons de colonialisme et pour d'autres raisons, probablement des raisons économiques, que j'ignore parce que je n'ai pas tout le détail de l'histoire de la famille avant l'arrivée de mon grand-père en Tunisie. Le fait est que cette famille, qui était la famille Othmani, installée dans la périphérie de Tunis, plus exactement dans la périphérie de la Médina de Tunis, était une famille qui a toujours été extrêmement active dans le commerce des denrées alimentaires. Donc on parle de commerce des denrées alimentaires. Famille d'une dizaine d'enfants typiquement algérienne, 100% algérienne, parce que beaucoup de gens pensent qu'on est quelque part un peu tunisien. Je suis le seul qui suis un peu tunisien par ma mère, un quart tunisien par ma mère. Cette famille qui était installée donc à la périphérie de la Médina de Tunis et qui est commerçée dans les produits alimentaires, un des enfants, donc mon père, Salah, fils de Saïd et de Fatma Zahra, mon père a toujours été l'aîné préféré des deux parents. On ne sait pas pourquoi, qu'est-ce qui a fait qu'il était préféré, peu importe. Les autres enfants aussi étaient aimés, chéris et adorés, mais lui avait toujours une personnalité assez particulière. Il a toujours été très entreprenant depuis sa jeunesse. Il a toujours eu beaucoup d'idées. Et les quelques années avant l'indépendance, donc avant même ma naissance, il avait quelques projets qu'il a essayé de développer en Tunisie, des activités commerciales pour l'essentiel. Après ma naissance, il avait aussi développé quelques activités, une activité industrielle. Qui était l'actuel Rouiba, c'est ça? Non, qui n'était pas l'actuel Rouiba, puisque son activité, je vous parlais de leur présence en Tunisie. Il avait essayé de développer une activité industrielle dans le plastique, mais bon, c'est quelques années après ma naissance, hein, donc j'étais déjà tout jeune. Mais ça coïncidait avec leurs hésitations du départ, c'est-à-dire cette famille, donc exilée, qui décide au lendemain de l'indépendance de rentrer. La décision de rentrer a été prise par mon père, pas par mon grand-père, c'est-à-dire qu'il a dit à la famille, écoutez, c'est l'indépendance, on a certes des activités en Tunisie, etc. Mais il faut revenir au pays. Mais il faut revenir au pays. Donc 80% de la famille a décidé de rentrer et suivre mon père, mon grand-père, ma grand-mère, mes tantes et la majorité de mes oncles, à l'exception de 2 de mes oncles qui sont restés et qui sont toujours en Tunisie. Ils sont restés parce qu'il fallait bien que quelqu'un puisse assure la continuité sur les activités qu'avait mon grand-père, et qui ont été reprises d'ailleurs par mes 2 oncles, un qui s'appelle Mortad et l'autre qui s'appelle Hassan. Donc retour en Algérie 1966 pratiquement. Ce qui se passe, c'est que mon père vient dans cette zone, la zone industrielle. Mon père avait déjà commencé quelques petites activités, donc avant l'arrivée de la famille. Il s'occupait de commercialiser des produits pour la photo, donc il vendait des produits Agfa. Et aussi, il s'occupait d'une firme allemande qui s'appelait Carl Zeiss, qui était spécialisée dans les photographies aériennes et dans la vente d'optique. Et pourquoi il a choisi la région de Louiba pour s'installer? Alors, sur cette question, je n'en ai aucune idée, mais je pense que c'était lié au fait que Rouiba était la zone industrielle dans laquelle il y avait quelques opportunités, qui était proche probablement d'une zone agricole, et comme il était familier avec les produits agroalimentaires, donc il s'est dit, ça va être plus facile je vais monter une petite entreprise qui va fabriquer des conserves de fruits et légumes. C'est vraiment quelque chose qu'il savait vendre, mais qu'il ne savait pas produire, et qu'il savait vendre. La famille savait vendre ça. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à produire du concentré de tomates. C'est comme ça que l'harissa industrielle est arrivée en Algérie, puisque c'est notre famille qui a introduit l'harissa industrielle, et c'est nous qui continuons à avoir le secret de la meilleure formule d'harissa qui existe. Malheureusement, on la commercialise plus au sein de NCA Rouiba. Début des années 70, arrivent mes 2 jeunes oncles
Monsef Saïd El Hadi, qui intègre l'entreprise industrielle, gérée par mon père Salah et mon grand-père. Et voilà, et donc ça fait une entreprise familiale au sens propre du terme, où tout le monde était en quelque sorte chef, hein. C'est toujours très sympathique, mais il y avait la personnalité de mon père qui était dominante dans cette structure familiale. Quelques années après, vous avez pu intégrer l'entreprise familiale. Est-ce qu'on pourra avoir plutôt, racontez-nous comment l'intégration au sein de l'entreprise s'est faite? Alors avant d'aller vers l'intégration, je vais quand même passer par une petite parenthèse. Enfin, c'est pas une parenthèse, c'est ma vie. Moi, mon père est venu, mais moi je suis pas venu en Algérie. Moi je suis resté avec ma mère qui est moitié tunisienne, et moitié française, moitié corse, puisque mon grand-père maternel est corse. Et je suis resté avec ma mère en Tunisie. Les raisons seraient peut-être un peu trop longues à expliquer, mais je pense que c'est des raisons d'ordre privé, de relations de couple qui commençaient à être extrêmement distendues. Et donc c'était extrêmement difficile pour ma mère d'envisager une vie avec quelqu'un avec lequel elle ne s'entendait plus tellement. Et donc elle a préféré garder ses enfants, s'occuper de l'éducation de ses enfants en Tunisie, pays dans lequel elle avait une partie de sa famille, et mon père a fait le choix de rester en Algérie. Mais bon, on allait lui rendre visite régulièrement. Donc j'ai fait tout mon parcours scolaire et universitaire en Tunisie. J'ai eu mon bac en Tunisie, au lycée français. Et ensuite, j'ai fait quelques mois à Paris à m'essayer à la médecine, à la demande de mon père qui voulait absolument avoir un médecin dans la famille, hein. Donc c'était à la mode, il fallait être soit médecin soit avocat dans les familles nord-africaines pour pouvoir espérer avoir une place dans la société. J'aimais pas tellement cela, j'étais très tourné vers les mathématiques, et en fait j'ai décidé de retourner en Tunisie, de faire des mathématiques, et j'ai fait un ingénierat en informatique réseau. Donc c'était ma spécialité d'ailleurs que je n'ai jamais exercée, puisque dès que j'ai terminé, j'ai voulu créer tout de suite une entreprise. Vous voyez déjà, j'avais un peu la fibre entrepreneuriale. La fibre entrepreneuriale. Je me voyais pas du tout travaillant dans une administration. J'arrivais pas à me projeter comme en tant qu'employé d'entreprise. Ça veut pas dire que c'est pas bien, ça veut dire que c'était pas vous, quoi. C'était pas moi. J'avais envie d'avoir ma propre entreprise et d'être maître de ma destinée. C'est ce que j'ai fait. J'ai créé une toute petite entreprise en Tunisie qui a eu une durée de vie de 1 an et demi, 2 ans, au terme de laquelle, et au terme des rencontres que j'ai faites, j'ai rencontré d'ailleurs une personne qui a été déterminante dans mon existence, qui est un Algérien qui s'appelle Bachir Halimi, un être exceptionnel, hein, qui vit d'ailleurs au Canada, d'une rare intelligence, d'un rare pragmatisme, hein, et quelqu'un vraiment que j'aime beaucoup et qui m'a beaucoup apporté en termes de savoir-faire, et ça a été un exemple pour moi en termes de travail, en termes de gestion de carrière en quelque sorte. Et ensemble, donc, avec Bachir, il m'a proposé de venir le rejoindre au Canada, où j'ai eu un petit parcours d'un peu plus de 3 ans, donc près de 4 années au Canada avec lui. Et au terme de ce parcours-là, je ne voyais plus mon existence au Canada, je me sentais plus à l'aise. Je n'avais plus, vous savez, quand on est chef d'entreprise dans l'âme, ce que je pense être, et quand on est entreprenant, on a une part rationnelle, mais on a une part d'irrationnel qui est guidée par son instinct. Et mon instinct, mon cœur me disait qu'il ne fallait plus que je continue à rester au Canada. Je ne me voyais plus, je ne réussissais pas comme je voulais, parce que ce n'était pas un échec. C'était une très belle expérience qui pourrait être vue sous l'angle de l'échec, puisque ce n'est pas une réussite professionnelle, mais c'est une réussite en termes d'expérience et d'acquis. J'ai beaucoup appris, disons, à proximité, en étant à proximité de Bachir Halimi. J'ai beaucoup appris dans l'entreprise dans laquelle j'étais au Canada avec lui. J'ai beaucoup appris de ma vie canadienne. Cependant, l'horizon, je n'arrivais plus à le voir. Mais par contre, j'avais une visibilité extraordinaire sur ce que je pouvais faire en Algérie, pays dans lequel je n'ai jamais vécu, pays dans lequel je ne connaissais pas réellement la culture, mis à part
à travers ma famille. Pays dans lequel je n'avais pas d'amis. Vous savez très bien que c'est très important pour quelqu'un d'être dans un environnement où il a beaucoup d'amis d'enfants sur lesquels il peut s'appuyer. On a toujours besoin, même moralement, on a besoin d'être dans un environnement social qu'on connaît, où on a des repères. Et en quelques heures, quelques jours, et c'est ça qui est intéressant, et c'est là où j'ai compris que j'avais, disons, dans ma personnalité, une facette qui m'intéressait, qui m'a intéressé et que j'ai découverte. C'était le processus de décision rapide. Je l'avais déjà vécu de par le passé dans certaines situations qui étaient d'ordre strictement privé. Et là, je le voyais dans une situation professionnelle. J'ai pris la décision très rapidement, c'est-à-dire en moins d'une semaine, de quitter définitivement le Canada pour tenter une expérience entrepreneuriale en Algérie. C'était la deuxième étape de venir vous installer en Algérie. Et donc je suis venu... Un grand défi pour vous de tout laisser, Non, je n'ai pas perçu ça comme étant un défi. J'ai instantanément perçu cela, et c'est pas avec du recul que je le dis. C'est vraiment, j'étais parfaitement conscient que ma place était là. Il y avait, je suis désolé, les gens vont dire il est un peu fou, il y avait comme une voix au fond de moi-même qui me disait c'est pas au Canada que tu dois être, c'est pas en Tunisie que tu dois être, c'est en Algérie. C'est en Algérie que tu dois être. C'est pas démagogique, c'est pas, je vous raconte pas d'histoire, je vous raconte le vécu. Et quand je suis rentré, je ne suis pas rentré directement sur Alger, j'ai été directement sur Tunis. J'ai passé pratiquement 6 mois à Tunis, déconnecté, à essayer de comprendre ce que j'allais faire. Je me disais non, c'est pas possible, j'ai jamais vécu en Algérie. Donc j'avais des questionnements quand même, il y avait des doutes qui apparaissaient, malgré les certitudes qui étaient profondément ancrées en moi, mais il y a toujours une part de doute en soi, en se disant... Mais à un moment donné, la décision fut prise, c'est terminé, je suis rentré. Quand je suis arrivé en Algérie, j'ai pas rencontré d'hostilité de la part de mes oncles, ni de la part de ma famille. Malgré tout, mon arrivée en Algérie s'est soldée aussi par mon divorce. J'ai quitté ma première épouse. Et j'ai quitté ma première épouse parce que je sais pas, je suis arrivé à un moment où il fallait que je change tout dans ma vie. On avait beaucoup de moments difficiles, on passait par des moments difficiles. Et je ne me sentais plus capable d'avoir une vie comme ça. Et il fallait qu'on se sépare, c'était bon pour moi, c'était bon pour ma première épouse. Et c'est ce qu'on a fait. Et ça m'a donné encore plus de force et d'énergie parce que j'ai fait un choix qui était bon pour moi. Et j'étais convaincu que j'avais fait un choix qui était bon pour elle. J'arrive en Algérie, pas d'hostilité de la part de la famille. Est-ce que c'était plus voulu ou c'était plus votre papa qui vous incitait à venir vous intégrer l'entreprise familiale ou c'était plus un choix de votre part? Non, c'était un véritable choix de ma part. J'étais très attiré par cette entreprise. J'ai vécu une aventure d'ailleurs extraordinaire à l'âge de 10 ans. J'aime bien la raconter parce que, je sais pas, vous savez, c'est comme ces histoires que racontent les chefs d'entreprise, comme s'ils étaient marqués par le signe du destin. J'ai trouvé que j'avais été marqué par le signe du destin puisque tout jeune, à l'âge de 10 ans, je visitais cette usine, il y avait plein de fûts à l'ancienne, vous savez, des fûts en bois. Et je courais, j'étais très turbulent. Et je courais sur ces fûts et je suis tombé à l'intérieur d'un fût. Et en tombant à l'intérieur du fût, il y avait un clou dans le fût qui m'a traversé toute la jambe de haut en bas. Et ça m'a laissé une très grande cicatrice. Et j'ai toujours eu le sentiment que j'avais été marqué par cette usine. Et dès votre jeunesse. C'est peut-être aussi... pour raconter, quand je vous dis, hein, c'est peut-être pour raconter une histoire, mais je le crois profondément, c'est peut-être en croyant ça que je suis devenu extrêmement attaché à cette entreprise. Pas à pas, vous avez pu faire vos preuves au fur et à mesure au sein de l'entreprise? Disons que non seulement j'ai fait mes preuves au sein de l'entreprise, mais disons que je suis arrivé aussi avec beaucoup d'idées. Nouvelles, bon, je suis le fils de mon père, donc forcément, génétiquement parlant,
j'ai hérité de lui cette envie de systématiquement créer, d'investir, d'avoir toujours de nouvelles idées, etc. Et cela a fait que j'ai proposé à la famille de me lancer un nouveau projet. La famille avait envie de continuer à se développer dans les conserves de fruits et légumes, mais moi j'avais envie que la famille aille sur un autre projet qui est celui de fabriquer des boissons gazeuses, donc Coca-Cola. Et donc j'ai entamé les négociations personnellement avec Coca-Cola. J'en ai parlé à la famille, je leur ai dit que j'allais entamer les discussions avec eux et que j'avais un contact qui m'a permis, qui m'a ouvert les portes de Coca-Cola. Et suite aux discussions que j'ai eues avec Coca-Cola, nous sommes arrivés à une entente et la famille a obtenu la licence. Et quelques années après votre intégration, vous avez pu marquer vos pas au sein de l'entreprise. Quel bilan tirez-vous de cette merveilleuse aventure au sein de l'UIBA? Alors, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que début des années 90, ça coïncidait évidemment avec toute la période terroriste algérienne. Une des plus belles aventures que j'ai vécues, je pense, dans ma vie, c'est les 10 années dans cette période terroriste. Pourquoi? Parce que j'ai vécu la tension imposée par le terrorisme comme étant un défi. Je me suis subitement senti investi d'une mission. Je faisais partie d'un pays dans lequel je n'avais jamais vécu, mais auquel j'appartenais, qui est l'Algérie. Ce pays-là, je me sentais comme appartenant au groupe qui devait relever le défi de ne pas laisser le pays s'effondrer. Et ma mission, elle était moins économique. Donc il fallait absolument que je réussisse mes challenges économiques, celui de créer de l'emploi, celui d'avoir une entreprise qui tourne et qui paye des salaires, celui d'avoir une entreprise extrêmement engagée socialement, une entreprise responsable. Et déjà, cette notion de responsabilité est venue en moi. C'est horrible à dire, mais la période terroriste a été un véritable plus dans mon existence parce qu'elle m'a fait découvrir une autre facette de ma personnalité, aller au fond plutôt d'une autre facette de ma personnalité, c'est la perspicacité, la persévérance, et aussi elle m'a permis de découvrir que quand on vit en harmonie avec ses valeurs, on peut réussir. On peut réussir. L'éthique, l'honnêteté, responsabilité, la discipline, l'hygiène, tout ça, ce sont des valeurs qui m'ont été enseignées dans un autre pays, en Tunisie, à l'école, à l'université, par ma mère. L'école de la vie, quoi. C'est pas uniquement l'école de la vie, c'est l'éducation. Et l'éducation est un paramètre extrêmement important dans la vie d'un individu, dans la vie d'une population, d'une société. Et je découvre que c'est ce qui fait qu'une société s'effondre, société, je parle d'un pays, et c'est ce qui fait qu'une société se redresse et est capable de relever des défis. Asmani, on arrive à la dernière étape de notre rencontre. Comme on le disait tout à l'heure, on parlait de passion. Racontez-nous cette passion du golf. Écoutez, le golf est une de mes passions, évidemment, musique, lecture, pas pour faire intellectuel, mais c'est vraiment des choses que j'aime beaucoup.
Mais le golf est une découverte pour moi, j'ai toujours été sportif. Je n'ai pas eu l'occasion d'aborder ce parcours, cette étape ou cet aspect de ma vie. C'est que j'ai été un grand fanatique de sport. J'ai pratiqué quasiment tous les sports, mais à haut niveau. Et si ce n'était des blessures à répétition, je ne me serais pas retrouvé probablement en train d'essayer de trouver d'autres sports. Mais bon, j'ai découvert le golf et le squash. Le squash malheureusement que vous ne verrez pas, c'est un peu plus difficile d'aller filmer sur un terrain de squash actuellement. Mais par contre, sur le parcours de golf, d'abord j'ai la chance d'être président de la fédération de golf. Oui, ça fait plus de 30 ans que je pratique ce sport. Et cet espace-là, qui historiquement est dédié à la pratique de ce sport en Algérie, qui est très beau, mais qui évidemment n'offre pas les commodités pour pratiquer le sport dans les règles de l'art. Mais il nous permet un tout petit peu de s'adonner timidement ou partiellement à ce sport. À titre de comparaison, c'est comme si vous jouiez sur un terrain de football dont on a enlevé 90% du terrain et on a enlevé les filets, et on a enlevé les poteaux, donc c'est du football de quartier. Ce qui fait une passion que vous ne pouvez pas c'est une passion un peu frustrée en Algérie. Je ne suis pas le seul à être frustré puisque d'abord, la majorité des golfeurs algériens sont frustrés. Ensuite, l'Algérie a la chance d'avoir de très très grands entraîneurs de golf qui sont dans le monde, mais qui ne pratiquent pas malheureusement ici. On aimerait pouvoir les faire venir. On rêve d'avoir cette infrastructure et on espère l'avoir à l'occasion des Jeux méditerranéens parce qu'il est indispensable, quand on organise des Jeux méditerranéens, d'avoir un terrain de golf. L'Algérie n'en a pas. Elle pourra se doter d'un terrain de golf, j'espère, dans les 5 prochaines années, qui sera du moins opérationnel dans les 5 prochaines années. Et je pourrai à ce moment-là pratiquer cette passion avec toute l'énergie que j'ai envie d'y mettre. C'est un sport difficile, mais c'est un sport très intéressant parce il est aussi adossé à d'importantes valeurs. L'éthique, le respect de l'autre, le respect de la nature. Vous êtes dans un environnement extraordinaire. Vous rencontrez des gens très intéressants. Contrairement à ce que d'autres pensent, il n'y a pas que des gens riches qui pratiquent le golf. Il y a surtout des gens bien dans leur peau qui pratiquent le golf. Et ça, c'est intéressant parce que vous pouvez échanger avec des gens comme ça. Très apaisant, la nature est apaisante et vous jouez contre vous-même. Vous jouez contre la nature et vous jouez contre l'adversaire. Je sais, avec le peu de temps qui vous reste par rapport à votre planning, on sait que vous arrivez à gérer votre vie en dehors de NCA Louiba. Comme tout le monde sait, vous faites partie de plusieurs associations telles que CARE, Nabni. Essayez de contribuer au monde économique algérien quand même. Oui, je prône toujours l'idée qu'un chef d'entreprise a une mission, a une responsabilité en dehors des murs d'enceinte de son entreprise. Donc dans mon cas, en dehors des murs d'enceinte de l'usine. Donc j'ai un rôle social que je dois assumer parce que je dois respecter la société dans laquelle évolue mon entreprise. Et la meilleure façon de faire, c'est de faire avancer ou faire évoluer les choses du moins pour tout ce qui concerne l'entreprise, donc ce qu'on appelle communément l'environnement des affaires. Donc je me suis impliqué à travers une initiative qui s'appelle le Club d'action et de réflexion autour de l'entreprise, le Club CARE, que je préside aussi. C'est vrai que ça fait beaucoup de choses à la fois, ça me fait un agenda extrêmement lourd, mais que j'assume parfaitement. Ça se fait un peu au détriment aussi de ma vie de famille, à laquelle je consacre pas suffisamment de temps, je l'avoue, de la vie de mon épouse, de mes enfants. Je suis présent sans être très présent. Donc il faudrait que je sois davantage présent et peut-être que je vais commencer à réfléchir, à réduire un tout petit peu de mes engagements, je ne sais pas, peut-être la fédération de golf. Maintenant que j'ai fait un mandat de 2 années, il serait temps que je passe la main à un autre président qui puisse assumer aussi le développement de cette discipline, les jeunes et les infrastructures. Le Club CARE aussi très important, il serait temps que le Club CARE ait à sa tête une femme présidente. Ça serait très intéressant de voir une femme porter le premier club de réflexion autour de l'entreprise en Algérie. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont passionnantes dans ce que je fais. C'est un des plus beaux côtés que j'ai découvert en venant en Algérie et quand j'ai fait le pari de rentrer en Algérie, je pense qu'au fond de moi-même, c'est un peu ça que j'attendais. C'était une vie trépidante,
chargé d'émotions, chargé d'intensité, chargé de rencontres très intéressantes parce que j'ai rencontré des gens qui m'ont apporté vraiment beaucoup ici. Beaucoup intellectuellement. Ce qui fait que vous n'avez pas de regret d'être rentré en Algérie. J'ai aucun regret, j'ai aucun regret. Le seul regret que je pourrais avoir, c'est probablement que les choses n'avancent pas au rythme que j'aurais souhaité. Quand je dis... Quand vous parlez de ça, parce que vous faites référence... Je fais référence à l'environnement, je fais référence à la vie sociale en Algérie. Monsieur Slim Atmani, si on peut revenir, comme tout le monde sait, vous faites partie de CAIR, du club Nabni, mais vous avez aussi été parmi, on va dire, les représentants du FCE, pour dire parmi les fondateurs. Un bilan, comme tout le monde sait que ça fait une année que vous avez quitté le FCE. Ouais. Vous avez parlé de créer un autre club. Non, je n'ai pas parlé de créer. J'ai jamais abordé la question de créer un autre patronat. Ce n'était pas du tout dans mes perspectives. On a bien beaucoup d'autres choses à faire. Il y a suffisamment d'associations patronales. J'ai quitté le FCE, je l'ai expliqué de façon claire, nette et précise. C'était une question d'abord de respect de valeurs, ensuite de respect de l'être humain. Nous n'avons pas été respectés dans cette association. Il n'y avait plus aucune raison pour que je reste dans un environnement où le respect n'existe pas. Voilà, donc la page est tournée. Pour moi, c'est terminé, on n'en parle plus. Le FCE fait son bonhomme de chemin actuellement. Ce qui fait le FCE, c'est une page tournée. C'est 24 heures, la journée. La journée d'un homme, avec grand H, donc homme et femme. Ce qui fait la page, elle a été tournée, c'est bon. Non, la page est tournée. Franchement, quelle valeur ajoutée je peux avoir dans un environnement comme celui actuel du FCE? Ils sont bien organisés, ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont le lien qui a toujours été recherché par le patronat, un lien fort avec le pouvoir, et ben voilà, ils l'ont. Maintenant, il va falloir peut-être mettre de l'ordre au niveau patronal algérien. Ce qui fait on termine notre partie et on termine notre... Voilà, on termine cette première passion et je vais vous emmener vers une autre de mes passions de jeunesse que je retrouve très tard dans l'âge puisque à 58 ans, je remonte sur une moto. Et alors que je faisais beaucoup de moto quand j'étais jeune, j'ai retrouvé tous mes réflexes, je suis très content. Mais là, j'ai une grosse machine sur laquelle je monte. Une petite partie de golf et on y va alors. Allez, je vous montre deux ou trois petits coups de golf. Allez, okay. Vous allez essayer de faire ça. Regardez. Okay. Très simplement, vous allez vous mettre comme ça, vous allez poser votre club comme ça, vous allez faire comme ça. C'est tout ce que vous allez faire. D'accord? Ok. Allez, mettez-vous là et vous faites comme j'ai fait. C'est pas la peine de faire un grand mouvement. Voilà, déjà, c'est déjà un bon début. Et en avant, vous en faites 2 ou 3 comme ça. Ben voilà, vous commencez à devenir golfeuse. Encore une autre. Vous y êtes presque. Ben voilà, vous êtes devenue golfeuse. C'est bon. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Bon, d'abord, au niveau relationnel, je peux considérer et appeler ce monsieur un ami. Une bonne vingtaine d'années de relation. Et puis, nous sommes dans un échange d'idées, de discussions et d'amitié, certainement. Monsieur Slim Atmani, comment il est autant qu'ami? Comment il entreprend la relation amicale en sachant que vous êtes un de ses plus grands amis? Ben, écoutez, je pense, et c'est ce qui m'a intéressé en ce personnage au départ, c'est quelqu'un d'assez franc, direct, puis ce qui me plaît bien chez lui, c'est un peu son entêtement. Ça, c'est une tête de mule quand il faut, des fois, quand il a une idée en tête. C'est ce qui le caractérise le plus, c'est ça? Ah, je pourrais ça, quoi. Quand il fait des choses, il les fait certainement avec passion. Ça, c'est un passionné. Après, on aime ou on n'aime pas, ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, c'est un passionné, et puis il est convaincu, enfin, il a la conviction de ce qu'il fait, de ses idées. À partir de là, elles peuvent encore une fois ne pas plaire, mais il y va, et ça, je trouve que c'est un trait de caractère assez particulier chez lui. Monsieur Slim Atmani, en un seul mot. Têtu. J'arrêterai pas de le dire. Quand il a une idée en tête, ah mon Dieu, et pour le convaincre, il en faut. Donc c'est ça, quoi. Alors têtu ou entêté, ouais, je pense qu'entêté, c'est un peu plus subtil que têtu.
Mais voilà, en un seul mot, foi en lui-même. مرينا بكثير حكايات، بس الحكايه او الحدث يعني لسه بذاكرتي ودائما بيجي لي هو الديترميناسيون تاعه، اصراره على نجاح الافكار. ببدايه انجاز لسه ما كان في علاقات مع الجامعات، لسه بدايه، وحبيت نبدو فقلت له شو رايك نبدو؟ قال لي اوكي. دعونا طلاب من مدرسه في رويبه وقال لي نعمل بالقاعه برويبه، نعمل الاتيليه انجاز. فكنا متوقعين 40 طالب، وصعقنا اجوا 100 طالب. فالغرفه اللي خصص لنا اياها ما كانت كافيه يعني نعمل التدريب فيها والتكوين. فبهداك اليوم وقف خط الإنتاج بمصنع رويبة عشان الطلاب يستفيدوا من البرنامج. هاي القصة كتير، هذا الحدث كتير أثر فيي. قلت يعني هذا الشخص مميز للغاية، إنه يعني بتعرفي لما الوقف وخط الإنتاج معناته خسارة مادية، ولكن هو حط الخسارة المادية هون، وحط الفورماسيون والديترميناسيون يفيد هدول الشباب اعلى من يعني المكسب المالي. فهاي كانت تجربه جد اثرت كثير فيي، وشفت كيف هو يعني اصراره على انه يوصل، يخلي برنامج زي برنامج انجاز يوصل للشباب بمناطق مختلفه. وللنهايه سليم عثماني في كلمه واحده يعني هيك انت شوي احرجتيني عشان عندي كثير كلمات لسليم، بس الكلمة الوحدة الجد بقدر احكيها عنه هو انه جد هو قائد حقيقي. He's a true leader بكل معنى الكلمة. Monsieur Slim Athmani, une autre passion, celle de la moto. Un passionné de moto, n'est-ce pas? Tout à fait, on ne va pas dire passionné, c'est-à-dire que je ne vais pas mourir pour la moto, c'est pas un mauvais présage. J'aime la moto et jeune j'avais des motos. J'aimais beaucoup la moto, ça donne il y a un sentiment de liberté très très agréable. En plus, j'ai voulu vous faire venir ici parce que je voulais saluer les efforts extraordinaires qui sont faits en matière de présentation de toute une gamme, et la gamme la plus prestigieuse au monde de motos. Il ne s'agit pas de faire de la pub, mais il s'agit simplement de saluer les efforts de ceux qui ont décidé de commercialiser cette gamme et de la rendre disponible en Algérie. Non seulement disponible, mais avec toute la prestation qui va autour. Et ça, c'est extrêmement rare. Du service, des produits, donc des motos, des pièces de rechange, des accessoires, etc. Très bien présentés de façon très professionnelle. On a vraiment le sentiment d'être, si je puis dire, aux États-Unis quand on est dans cette concession. Et cette concession-là représente finalement dans la forme
Ce que j'aime dans la moto, c'est l'univers de la moto et ce que je retrouve parfaitement ici à travers ces belles machines. Et vous avez souvent le temps d'en faire, d'en pratiquer ou peu de temps? J'ai pas souvent le temps d'en faire, mais chaque fois que j'en ai l'occasion, surtout le week-end, il m'arrive même parfois d'aller travailler en moto. Je pense pas que ça déplaise à mes collaborateurs de me voir arriver en moto, ça leur donne aussi une autre image de vous. Ça leur donne peut-être une autre image de moi, mais c'est pas tellement ça. C'est que, vous savez, la moto est perçue comme un déclassement social ici. Pourquoi? Parce que c'est la voiture, pas Harley Davidson, peu importe. C'est la voiture qui est le signe de la réussite sociale. Mais ça, on n'y peut rien, c'est pas grave. Ce qui se passe, c'est que petit à petit, les gens pour de courtes distances vont être amenés à utiliser soit la bicyclette, soit la moto. Il n'y a aucune raison d'utiliser constamment la voiture. C'est ce que je fais personnellement. J'utilise la moto le plus souvent que je peux, mais je vous le disais il y a quelques instants, j'en fais pas autant que je le souhaiterais. Oui. Revenons un peu à NCA Louiba, comme c'est la dernière étape de notre parcours. Je sais qu'on a pu faire les différentes étapes auparavant. Monsieur Slim Atmani, autant que premier responsable de la société NCA Louiba, quels sera vos futurs challenges pour l'entreprise? Écoutez, depuis le début, au niveau de NCA Rouiba et les produits que nous mettons à la disposition des consommateurs, une des constantes que nous avons eues, c'est d'essayer d'offrir des produits de très haute qualité et les plus naturels possibles. Actuellement, nous n'avons absolument aucun produit qui contient ni de colorants, ni d'additifs non alimentaires. La seule chose qui demeure encore dans certains de nos produits, c'est le sucre. Sinon, tout le reste, les arômes, c'est des arômes naturels, c'est-à-dire qui sont extraits directement des fruits. Les colorants, s'il y a colorants, ce n'est pas des colorants chimiques, ce sont des couleurs extraites de fruits. Donc, il y a une distinction très nette dans le monde des boissons entre ceux qui utilisent des colorants chimiques et ceux qui utilisent des colorants naturels alimentaires. Les matières premières que nous utilisons sont des matières naturelles et sélectionnées, c'est-à-dire nous ne sélectionnons pas les fruits, on ne va pas se raconter d'histoire, mais on sélectionne les fournisseurs qui font des efforts en matière de sélection de fruits pour nous offrir des produits constants, de qualité constante, régulière, et c'est très très important pour nous. Et autant qu'entrepreneur qui a percé sur le marché algérien, qui a percé dans le monde économique algérien, que pouvez-vous dire aux jeunes qui voudraient se lancer et qui voudraient créer leur entreprise? Je leur dis, allez-y, ne faites pas attention à tout ce qui est dit par des entrepreneurs méchants comme moi, qui parlent d'un environnement des affaires difficile, etc. L'environnement des affaires est difficile. Là, je vais vous le dire. Si nous disons que l'environnement des affaires est difficile, c'est justement pour provoquer ce déclic, pour améliorer cet environnement des affaires, pour que tous ces jeunes entrepreneurs puissent un jour trouver un environnement favorable à l'expression de leur potentiel entrepreneurial. On ne peut pas dire tout est beau, tout est rose. Il faut systématiquement pousser l'administration pour qu'elle améliore la qualité de service à l'attention des entrepreneurs, mais surtout qu'elle se débureaucratise, surtout dans l'acte d'entreprendre, qui est un acte très très important pour la stabilité, la paix sociale, pour le développement économique du pays. Donc vous ne pouvez pas faire abstraction de cela. Un jeune qui veut entreprendre, aujourd'hui je lui dis, vas-y, fonce, ça sera difficile, ne baisse jamais les bras, accroche-toi et surtout ne paye pas. Mais si on devait vous dire par rapport à vous, votre secret de réussite, quel serait J'ai pas de secret de réussite. Chacun trouve sa voie. Chacun, disons, explore ses points forts, ses points faibles. Et en fait, il construit complètement son chemin par ses points faibles et il réduit l'impact par ses points forts et il réduit l'impact des points faibles sur le déroulement du chemin qu'il s'est tracé. Moi j'ai certains points forts, il y a un autre chef d'entreprise qui a d'autres points forts qui sont différents des miens. Est-ce qu'il faut croire à ce qu'on fait déjà, il faut se lever le matin, se regarder dans la glace et se dire
Je crois en moi, j'ai confiance en moi. Je sais que je suis bon dans ça, je sais que je suis mauvais dans ça. Il faut avoir l'honnêteté de faire le bilan très régulièrement. Et là où je suis bon, je continue à me renforcer. Et là où je suis mauvais, j'essaye de faire des efforts pour me transformer de ce côté-là. Personnellement, j'ai fait des efforts sur les points négatifs de ma personnalité qui a handicapé mon développement entrepreneurial. Ce n'est pas suffisant. J'aurais pu mieux faire. Ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend du temps, ça dépend du moment à partir duquel vous avez pris conscience de ces points faibles et ça dépend comment vous les traitez, ça dépend de l'environnement dans lequel vous êtes, ça dépend du soutien que vous avez autour de vous, parce qu'il faut du soutien par moment et c'est pour ça que les jeunes chefs d'entreprise qui se lancent, le monde de l'entreprise doit leur offrir justement le soutien dont ils ont besoin pour franchir certaines étapes et certains caps. Il m'arrive de recevoir des emails de jeunes qui me disent je demande conseil, etc. C'est parfois difficile de répondre parce que ce sont des secteurs d'activité différents que je ne connais absolument pas. Les seuls conseils que je pourrais donner sont des conseils qui sont davantage tournés autour de la personne, de ses compétences. Monsieur Atmani, on arrive à la dernière rubrique de notre émission, celle de Tic au Tac. Je vous demanderai de me dire les mots que je vais vous demander, ce que ces mots représentent pour Monsieur Slim Atmani. Ce qu'ils me disent, quoi. Ouais. S'ils me parlent ou non. Oui. D'accord. Alors, pour commencer, Ansia Louiba. Ma vie. Oui, cette entreprise est... je l'ai dans la peau, j'y peux rien, mais ça ne veut pas dire que je ne quitterai pas cette entreprise. Vous savez, hein. Est-ce que vous pensez à vous retirer de vous dire c'est bon, j'ai tout fait, il faut que je passe à autre chose ou Oui, il faut à partir d'une quinzaine, 15, 16 ans, 17 ans dans une entreprise, il faut soit se remettre profondément en question, soit quitter, quand c'est une entreprise que vous avez portée à bout de bras. Je vais rentrer dans la phase de remise en question et je vais voir si je peux apporter encore. L'Algérie L'Algérie, je l'ai aussi dans la peau. L'Algérie, c'est un pays qui m'a véritablement tout apporté. C'est un pays à qui je dois beaucoup et je suis prêt à donner beaucoup et je vais continuer à donner beaucoup, contrairement à ce que j'entends ici et là. Je donne sans compter. Et vous savez, quand vous donnez, vous recevez. Donc, mais je ne suis pas dans ce calcul. Je donne parce que, naturellement, ce pays m'a beaucoup apporté. Intuitivement, je savais que ce pays allait m'apporter. Et ce pays m'apporte beaucoup. La Tunisie? La Tunisie aussi, je l'ai dans la peau parce que j'ai grandi là-bas, parce que c'est un pays qui m'a apporté beaucoup de bonheur, beaucoup de douceur, où j'ai appris certaines valeurs. Il y avait un système politique à l'époque du président Bourguiba qui était extrêmement intéressant, parce qu'il était essentiellement basé sur le savoir et la connaissance. Une personnalité, quand on parle de personnalité, une dame, une grande, Manina. Ma grand-mère maternelle, qui a été toujours très proche de moi, que j'entends toujours de temps en temps, hein, c'est un peu métaphysique, chacun se joue un film dans sa vie, mais moi, ma grand-mère maternelle, même le jour où elle est morte, je sentais qu'elle me parlait, et elle m'a dit, écoute, je suis morte, ne t'inquiète pas, je serai toujours là. Et pour clôturer, qu'est-ce qu'on peut vous espérer autant que M. Slim Atmani? Vraiment, bien sûr, j'ai beaucoup de vœux, j'ai beaucoup de souhaits. Je veux vivre dans une société tolérante, je veux vivre dans une société de paix, je veux vivre dans une société équitable, je veux vivre dans une société qui aime son histoire, qui aime son passé, qui est capable de se projeter dans le futur sans tabou, qui est capable de c'est ça ce que j'ai envie. J'ai envie d'avoir autour de moi, je vois tous ces jeunes qui sont là, qui savent faire autour des caméras, etc. Ces jeunes-là, j'ai envie de leur dire, écoutez, on est ensemble. Moi, je suis d'une génération, vous êtes d'une autre génération, croyez en votre avenir. Croyez en votre histoire, ouvrez des livres, lisez, l'histoire de l'Algérie est fabuleuse. Elle n'est pas que arabo-musulmane, elle est tout. Absorbez, soyez des éponges de savoir et nous vivrons en paix.
Sur ce, Monsieur Slima Atmani, si vous avez un dernier mot à ajouter, merci déjà d'avoir accepté notre invitation et d'être patient avec nous. Je sais que ça n'a pas été facile durant tout le tournage. Ce qui fait le dernier mot, je vous laisse, si vous avez un mot à ajouter. Le dernier mot est très simple. Vive l'Algérie, vive la vie, vive le Maghreb, vive la Tunisie, vive la jeunesse, vive le savoir. Je vais répéter, je martèle. Et je nous souhaite à tous un autre avenir que celui qu'on nous prédestinait. Et je compte sur vous, et vous pouvez compter sur moi, pour qu'ensemble nous bâtissions une autre Algérie. On l'espère aussi. Merci. Sur ce, chers téléspectateurs, on se retrouve dans 15 jours avec une autre personnalité qui a marqué le monde économique en Algérie. Surtout, restez fidèles à nos programmes sur votre chaîne Beurre TV. À très bientôt. Rek, je vous écoute. Le rek, j'aime bien. برك إذا غلطتي تقدري تعاودي، أوكي؟ ما فيش مشكل. وهضري على راحتك، ماشي لازم تهضري بالفرنسية ولا